mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre tribune panafricaine Ouro Africa. Une attente d'échange sur les grandes questions qui justement meublent la réflexion sur le continent. Et ce soir, nous achevons une réflexion entamée la semaine passée. Nous allons essayer de conclure sur l'aide au développement et revenir sur les grands axes qui entourent justement ce programme aujourd'hui contesté sur le continent. A-t-elle produit les résultats escomptés? Peut-on continuer de façon aussi affichée à être dépendant de ce que nous donnent les autres? Je veux dire ici, pour le continent, les Occidentaux, leur développement doit-elle être annulé ou alors suspendu? Nous en parlons en introduction de ce plateau. Nous irons aussi donc questionner l'indépendance, voire la souveraineté des États africains, justement lorsque Robert Jackson évoquait en son temps les quasi-states, donc ces États qui existent légalement mais qui, sur le plan technique, n'ont aucun moyen de survie. Ils sont quasiment dépendants sur tous les aspects de la vie d'un État, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Ils dépendent justement de ce que en amont on a appelé aide. Mesdames, Messieurs, nous allons poser notre réflexion sur l'indépendance des États africains en ayant en amont qui sonnait l'aide. Faut-il la supprimer? Lorsque je l'ai dit, je respire en régie et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux-là qui nous accompagnent ce soir. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa, justement pour épiloguer sur les différentes réflexions à vous proposer. Nous avons sur ce plateau une belle brochette de personnes, que dis-je, des personnalités justement qui accompagnent la réflexion de ce soir. Et la toute première que je présente nous vient justement de la sphère politique de notre pays, le Cameroun. Il est maire d'Ongoumou, Jean-Baptiste Atemengue Anvouna. Vous êtes sur Ouro Africa. Vous êtes un habitué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Marga, bonsoir aux téléspectateurs et je salue aussi les copanélistes que vous allez présenter tout à l'heure. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens partager avec eux et avec les téléspectateurs quelques réflexion sur cette problématique que vous posez ce soir, l'aide au développement. Merci, Monsieur le maire Anvouna Temengue, pour la présence. À ma droite, lui, c'est un habitué et habituel de ce plateau de Ouro Africa. Il nous vient de la société civile, Jean-Moïse Mbok. Vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'ai envie ce soir de saluer très spécialement tous les serviteurs de Dieu, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient imams, tous ces hommes-là qui se tiennent quand même pour contribuer à leur façon au sujet que nous allons aborder ce soir, celui du développement. Parce que nous sommes en Afrique, il y a un volet mystique, un volet cosmique qui ne chape pas au fonctionnement de nos sociétés. Donc, ceux-là font un travail particulier qu'on n'apprécie pas toujours à sa juste valeur. Et moi, je profite de votre pupitre pour leur transmettre mes salutations. Et je sortirai en saluant le PDG de cette splendide maison, malgré tous les défis et les challenges que nous connaissons dans le monde des médias, oui. Info TV. Restez fidèle à sa ligne éditoriale, fidèle à son fonctionnement, et c'est le Cameroun qui sort grandi. Bonsoir à l'Afrique et merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok, pour la présence et pour ces mots chaleureux à l'endroit du top management de Info TV, le DP, Dieudonné Nvin, qui certainement nous regarde quelque part dans la ville de Yaoundé. Bonsoir à vous, DP. Je poursuis les présentations du soir avec un autre acteur de la société civile africaine. Celle-là, Jean Boler Ngon, nous fait une fois de plus l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Stéphane et bonsoir à nos nombreux téléspectateurs de ce soir. Je veux dire bonsoir à mes co-panélistes parce que j'ai fait plusieurs studios ici déjà, plusieurs émissions, mais pas avec les panélistes d'aujourd'hui et dont j'ai souvent admiré la pertinence, que ce soit sur votre plateau ou ailleurs. Oui. Nous espérons que ce soir, les thématiques que vous posez, qui sont d'ailleurs cruciales, nous permettront, n'est-ce pas, d'édifier et pas dans le sens de la science infuse, mais beaucoup plus de l'échange et du partage. Merci, Monsieur Gon, pour la présence. Je termine les présentations avec un autre visage désormais habituel de ce plateau, directeur de publication de l'excellence, s'il en existe au Cameroun. Le DP Timothée Sombabina, une fois de plus, nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Il faut dire qu'il a beaucoup été chahuté, mais il a aussi bénéficié des faveurs de tous les fans de Ouro Africa. Bonsoir, DP. Bonsoir Stéphane, c'est toujours un plaisir que d'être invité sur un plateau aussi sélect que celui de Ouro Africa. Je salue tous les téléspectateurs, ceux qui m'ont chahuté en premier, parce que qui aime bien, châtie bien, et l'on ne peut s'améliorer et se bonifier qu'en recevant parfois les critiques constructives de ceux qui nous suivent. Oui. Comme l'a dit M. Boulet tout à l'heure, nous ne venons pas ici parce que nous avons la science infuse. Un plateau télé, c'est aussi un plateau d'échange constructif, d'échange didactique. Donc lorsqu'un téléspectateur, parmi eux, il y en a qui sont beaucoup plus érudits que nous. Oui. Donc lorsqu'un téléspectateur contribue à enrichir la réflexion de l'émission, on ne peut que lui dire merci. Maintenant, je salue aussi tous ceux qui se prévalent du statut de fan pour leur dire que je continue de travailler afin de toujours être à la hauteur de leurs attentes. Merci DP et Somba pour la présence une fois de plus ce soir. Mesdames, Messieurs, comme annoncé, nous marquons un temps d'arrêt sur une problématique engagée il y a pratiquement 7 jours. Nous parlons de l'aide au développement et nous essayons ce soir d'en tirer la quintessence et de questionner véritablement son objectif, alors ses objectifs. Je vais commencer avec un acteur du développement local. Le maire Anvouna Temengue est là parmi nous. Justement, est-ce que vous, en tant qu'acteur local, communal, vous avez souvent eu à bénéficier de cette aide-là et comment est-ce qu'elle a été orientée? Avez-vous eu l'impression que lorsque, par exemple, 10 millions promis vous sont arrivés, vous avez eu carte blanche, les mains libres pour pouvoir les utiliser selon l'orientation et les besoins de votre commune, par exemple? Oui, tant au niveau local qu'au niveau national, on a besoin d'aide. Parce que nous sommes un pays sous-développé, donc un pays qui a encore d'énormes besoins pour satisfaire les besoins élémentaires de ses populations. L'aide, on en a besoin parce que non seulement il y a ce retard en termes de développement à la fois physique et humain, on en a besoin pour accélérer le processus d'émergence économique, dans le processus d'autonomisation de notre économie pour qu'on n'ait plus besoin d'aide. Alors, ces aides peuvent prendre diverses formes. Je crois que vous avez évoqué ça la semaine passée. Oui. Mais il reste que, même quand vous êtes autonome, vous avez en tant qu'élu local ou élu national à soutenir toujours un certain nombre, une partie de la population qui est naturellement en difficulté, soit parce qu'elle est défavorisée dès la naissance, lorsque vous êtes issu d'un milieu qui n'est pas déjà assez riche et que vous n'avez pas les mêmes atouts pour évoluer vers une insertion professionnelle ou une insertion sociale, vous avez besoin d'aide à titre individuel. Donc, et le gouvernement et les collectivités territoriales décentralisées doivent faire une attention un peu plus particulière vis-à-vis de ces populations les plus faibles dans la société. Donc, le continent africain se retrouve être actuellement le continent
le plus faible économiquement en termes de valeur ajoutée au niveau de l'économie mondiale. Et donc si, comme l'ont été d'autres continents, même l'Europe qui a inventé beaucoup de choses, qui a créé la révolution industrielle, à un moment suite à des guerres, notamment la Deuxième Guerre mondiale et même la Première déjà, et s'est retrouvé dans une situation catastrophique et a eu besoin d'aide. Le plan Marshall a répondu à ces besoins de relance de l'économie et de l'épanouissement social des populations européennes. Donc nous sommes un peu dans cette situation. Il faut dire que ce n'est pas faute de volonté, parce qu'il y a eu, jeune étudiant en économie, j'ai appris que les années 70 avaient été à l'époque décrétées des années d'aide, les années du développement de l'Afrique, et beaucoup d'argent avait été injecté dans divers programmes. Et c'est à la fin de ces années 70, on n'a même pas pu faire ce bilan parce que l'économie mondiale, pendant qu'on voulait amorcer cette injection massive d'aide publique aux pays africains, que l'économie mondiale a commencé avec la crise de 73, la crise pétrolière, et qui s'est approfondie jusqu'aux années 80, qui a touché donc tout le monde, y compris l'Afrique elle-même, qui n'était qu'exportatrice de matières premières. Donc, après cet échec des années 70, dû à la fois, probablement, à la fois contexte économique mondial de crise qui naissait, et aussi au caractère inapproprié de cette aide. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer probablement le 3e cycle d'endettement de l'Afrique, parce que le cycle actuel, après l'atteinte du point d'achèvement, on se rend compte que le cycle actuel lui-même a mal démarré aussi. Votre expérience au quotidien, monsieur le maire, est-ce que lorsque cette aide qui vous vient parfois de l'extérieur, lorsqu'elle vous arrive à vous en tant qu'acteur local, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes orienté dans votre décision, ou alors vous avez les mains libres pour pouvoir l'utiliser à votre guise? Vous avez des aides que vous sollicitez, donc si vous les sollicitez, vous savez pourquoi vous les sollicitez, parce qu'il y a un besoin pressant auquel vous voulez répondre. Vous avez des aides qui vous tombent dessus par opportunité ou par à l'occasion, de façon croiser des amis ou des gens qui ont un matériel qu'ils ont ramené médical au port. C'est bon, vous dites, bon, est-ce que tes populations en ont-ils besoin? Naturellement, oui. Donc ça, c'est des choses occasionnelles. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Les problèmes de fond, c'est au niveau des projets structurants qui permettent de donner les moyens à la population de produire, d'avoir une valeur ajoutée, une contribution à l'économie nationale et mondiale. Donc, ce sont ces pistes-là qui m'intéressent le plus. Et je pense qu'ils devront aussi intéresser les autorités politiques nationales. C'est le cas, probablement. Mais il y a eu des orientations à un moment que je regrette, parce qu'aujourd'hui, on en a le plus grand besoin. Je vais prendre un exemple. Et ça m'amène à dissocier, parce que quand on dit type d'aide, l'aide publique au développement, c'est une chose, mais je privilégie franchement l'aide privée, le secteur privé, la coopération privée, qui permet à nos acteurs qui produisent de produire mieux, de produire plus et d'avoir des débouchés. Et dans ce sens-là, nous allons y revenir. On oublie très rapidement que nous avions une orientation très bonne il y a quelques années, quand le chef de l'État a créé des zones franches. Et ensuite, on a signé des accords de partenariat économique. Tout cela préparait notre économie à s'ouvrir à une ouverture, certes dans des conditions difficiles, mais c'est à nous de faire en sorte que nous remplissions ces conditions de compétitivité. Moi, je pense que c'était la bonne orientation. Maintenant, quand vous parlez d'aide, si ce n'est que l'aide sur un certain nombre d'infrastructures, de santé, d'éducation, pourquoi pas? Parce que tout cela est bien, le capital humain est bien, mais le problème est d'abord interne. Je crois que, et moi je suis venu avec un exemple en tête, on va revenir dessus. Je suis venu avec un exemple en tête. Merci. Vous me donnerez l'occasion parce que je vais le citer, on va revenir dessus, mais c'est le Vietnam.
vraiment, c'est un exemple qui m'a souvent beaucoup parlé. Parce que c'est un pays qui a connu beaucoup d'années de crise. Je crois qu'aucun pays n'a subi autant de guerres, de bombardements, de désastres. Et en très peu de temps, par une stratégie adaptée à l'environnement économique actuel. Et c'est pour ça que je rappelais les options libérales que moi j'aime, que je préfère tout à l'heure, que nous avions eu à prendre un moment et que nous avons vite oublié. Et l'exemple du Vietnam me parle beaucoup. Et comment est-ce que le Vietnam a été aidé économiquement pour qu'en 20 ans, elle émerge alors que au moment où elle sort de guerre, les 3/4 de sa population vivent d'aide alimentaire. Quand nous avons des compagnies comme Nextel ici, il faut rappeler que Nextel, c'est la compagnie de téléphonie. Et c'est un exemple qui me parle beaucoup. Merci, monsieur le maire. DP Somba, je me tourne vers vous. La semaine passée, nous épiloguions déjà sur ce plateau, sur l'impact réel de cette aide, justement, qui aujourd'hui est grêlée sur le continent. Beaucoup estiment qu'il faudrait aller dans le sens même de sa suppression, puisque on peut prendre des pays, on peut même faire un bilan chiffré lorsque l'on sait que c'est pratiquement 1 milliard d'euros qui sont investis chaque année par un partenaire comme la France, et qu'on puisse se rendre compte que le Sénégal accueille 177 millions de cette aide euro, le Niger 92 millions, le Burkina 100 millions, les chiffres sont de 2021. Mais au finish, lorsque l'on observe la qualité de vie de ces pays-là, on se rend compte que cette aide-là ne contribue pas beaucoup à changer qualitativement le niveau de vie des populations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la supprime, on continue, on la réoriente, les partenaires évoluent. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas refuser l'aide, Stéphane. On ne peut non plus la supprimer dans la mesure où nous sommes encore dans le besoin. Par contre, j'aimerais, bien sûr en invitant les populations à soutenir les dirigeants, j'aimerais, si on me permettait de donner cela comme un conseil, ou alors une simple proposition de stratégie de gouvernance, que l'on se comporte comme si nous n'avions pas d'aide et que nous pensions le développement économique des pays africains de façon endogène. Parce que voyez-vous, l'exemple que M. le maire prend est un très bel exemple. Oui, le Vietnam. De résilience et un bon exemple d'intelligence stratégique. Ce sont des pays qui ont su s'adapter à l'environnement mondial, mais en conservant un socle historique et un socle local de vision du monde. Le grand problème de certains de nos pays africains, puisque nous parlons de l'Afrique, c'est que on a l'impression qu'il y a un déficit de vision stratégique. Oui. Regardez ce que l'Égypte est en train de devenir après la vague du printemps arabe. Premier producteur de blé, premier producteur de riz en Afrique, premier producteur. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est qu'ils ont compris que pour ne plus être victimes des crises des deux grands pôles, comme la crise russo-ukrainienne, il fallait être autonome sur certains aspects. Et je pense que tout commence par, pour impacter le niveau de vie des populations, il faut commencer par l'autosuffisance alimentaire. Oui. Est-ce que les pays d'Afrique noire francophone sont aujourd'hui... Mais lorsqu'on dit, on vous dit des pays que le Burkina Faso, par exemple, a reçu 100 millions, l'aide française au développement, 100 millions d'euros, est-ce que vous avez l'impression que le Burkina Faso, que vous connaissez aussi bien, ressemble à un pays qui a eu 100 millions d'aides et que les populations burkinabées ont pu même voir le moyen de couper de cet argent? Les populations burkinabées n'ont même pas vu un radis pour une raison simple. L'expression développement tend à prendre une connotation élastique parce que la sécurité est un indicateur de développement. Et lorsque vous recevez 100 millions d'euros et que 80 millions d'euros vont dans la lutte contre le terrorisme, c'est une aide au développement. On ne va pas dire aide à la sécurité. Dans aide au développement, on range tout ce dont vous avez besoin. Et la sécurité devient donc un besoin. Mais qui est le besoin qui consomme le plus de l'aide que vous recevez? Oui. Donc, il faut que les pays africains apprennent à penser les politiques de façon purement endogène. Si je prends le cas du Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun, on a annoncé un vaste programme
de revalorisation, de redynamisation du secteur agricole. Oui. Mais on a combien de lycées agricoles au Cameroun? Le lycée de Yabassi, pour l'instant, est le seul, ou alors il est le plus visible. Mais où sont les lycées agricoles? On préfère orienter les jeunes Camerounais à faire du moto-taxi, Oui. que à pratiquer l'agriculture. Mais vous avez reçu de l'aide. Est-ce que c'est encore à ceux qui vous donnent de l'aide d'orienter la dépense qui est la vôtre? Mais ceux qui nous donnent de l'aide, j'ai dit à l'entame de mon propos que moi je veux penser l'Afrique comme si l'aide n'existait pas. Nous recevons des fonds sous diverses formes. Il y a de l'aide, il y a cette aide qui est une dette, il y a des dons, il y a notre fiscalité. Commençons par orienter notre économie vers nos priorités. À un moment donné, cette aide va arriver comme un cheveu dans la soupe. Ceux qui nous aident même vont se rendre compte que nous n'en avons même plus besoin. Pour moi, la question de la souveraineté africaine et du développement de l'Afrique, avant tout, se joue au niveau du cadrage économique et politique. On commence par là. Regardez des pays comme Singapour, qui sont partis de rien en très peu de temps, sont déjà parmi les champions du monde. Regardez la Corée du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'asseoir, je vais laisser le Cameroun, et prendre un autre pays de la sous-région pour dire, voici la vision de ce pays? On a l'impression qu'on nage dans un flou permanent. En même temps, on veut construire les stades, en même temps, on veut construire 20 000 km de route, en même temps, on veut construire une université dans chaque région. Aucun pays au monde ne se développe avec un déploiement tous azimuts. Il faut qu'on apprenne à choisir. Pourquoi pas rentrer au programme, au plan quinquennaux? Il faut qu'on apprenne à choisir. On dit bien, qui trop embrasse, mal étreint. Il faut penser une vision de l'Afrique autonome. La semaine dernière, nous avons évoqué le panafricanisme, la création de zones de libre-échange. Mais comment est-ce qu'on va implémenter une zone de libre-échange lorsque entre le Cameroun, lorsque dans la sous-région CEMAC par exemple, la seule route qui relie deux pays, c'est encore Samelimak-Ouesso. Et pourtant, on a la possibilité de relier tous les pays de la zone CEMAC par route, ne serait-ce que par train. Est-ce que ceux qui gouvernent ces pays ne sont pas au courant de tout ceci? J'ai bien envie de penser que non. On va évoquer les conditionnalités de l'aide, mais on peut s'en départir. On peut s'en départir en communiquant assez, en expliquant assez au peuple, même quand il faut serrer la ceinture. Si un peuple est réellement au fait des enjeux, il va soutenir les gouvernants. Merci. Je vais sortir par cette petite digression tout à l'heure. Quelqu'un, lors de mon entrée à l'émission, a évoqué le problème de la CNI. On a rapidement bondi sur le nouveau coût qui a été renchéri. Mais on ne dit pas que cette revalorisation du coût de la CNI est adossée sur une ordonnance rectificative du budget qui le grève de plus de 1000 milliards. Et on ne dit pas ça au peuple que 15 000 prix total de la carte correspond à une redevance de 1250 par an. Parce que la carte a une validité de 10 ans. Où sont les communicants du gouvernement pour dire au peuple que 15 000 pour un document qui va faire 10 ans, ce n'est pas la mer à boire? Donc, il faut que les gouvernements africains communiquent assez pour obtenir l'adhésion des populations à leur programme de développement. Merci DP Somba. Justement, on évoque cette question d'aide, mais sur le continent, elle fait réagir. Et même ailleurs aussi, lorsque l'on sait que certains pays ont la réputation d'être des généreux donateurs et que les dirigeants de ces pays-là commencent à estimer que cette aide commence à peser lourd. Prenons une réaction de Jordan Bardella, qui est un homme politique français, qui justement fait la pluie et le beau temps. On l'annonce même du côté de Matignon. Prenons cette réaction où justement il s'interroge lui aussi sur cette aide accordée aux États africains. Travail d'abord de coopération que fait la France avec le Mali depuis des années.
Jean Bolingon, Jordan Bardella s'exprimait et il a, sur la question qui concernait justement un pays en quasi rupture de banc avec la France, il estimait que la France payait trop, 201 millions d'euros par an, aide de développement, qu'est-ce qu'on fait? Et justement, lui, il a dans le sens qu'il faut tout simplement la supprimer. Est-ce que justement les pays africains peuvent vivre sans cette perfusion financière permanente? Oui, Stéphane, pour, n'est-ce pas, déjà je fais mienne la réaction de Monsieur le maire de Mengue et du DP qui ont déjà très bien, n'est-ce pas, déblayé ce débat. Et dans mon quotidien, je suis enseignant, je voudrais rapidement, parce qu'il y a beaucoup de mes élèves qui me suivent en ce moment, et l'aide au développement fait l'objet d'une leçon en classe de terminale au Cameroun, oui, en éducation à la citoyenneté. Et l'aide au développement est simplement définie comme un soutien qu'un pays, qu'une entité extérieure, qui peut être un pays, un groupe de pays ou une institution, apporte à un pays tiers pour, n'est-ce pas, favoriser son développement. Et dans ce registre-là, les pays africains reçoivent beaucoup d'aide. Oui. Et aussi rapidement rappeler que l'aide au développement n'est pas une spécificité africaine. Tout pays, à un moment donné de son histoire, Monsieur le maire a parlé du plan Marshall tout à l'heure, qui a permis à l'Europe, n'est-ce pas, de décoller après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui même, on parlerait encore d'aide au développement. Il ne serait pas, n'est-ce pas, exagéré de dire que beaucoup de pays européens, sinon tous les pays européens membres de l'OTAN, sont, n'est-ce pas, sous le parapluie américain. On pourrait parler d'aide au développement sur le plan sécuritaire. Le problème avec l'Afrique, c'est quoi? C'est que l'aide au développement se fait avec une résonance paternaliste. Oui. Alors, il y a donc une verticalité de cette aide. C'est-à-dire, l'aide au développement pour les pays africains, c'est exactement comme lorsque nous sortons de la cathédrale le dimanche, la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, pour ceux qui sont catholiques, et vous voyez un amoncellement de mendiants à l'escalier. Alors, vous donnez à qui 100 francs, à qui 50, à qui 1000 francs, et ces mendiants-là symboliseraient dans ce qu'essayent de montrer les pays africains. C'est-à-dire, vous les aidez en vous disant que vous n'attendez rien d'eux. Mais il y a des aspects sur lesquels le donateur voudrait avoir un regard sur ce qu'il donne. Exactement, il voudrait avoir un droit de regard. Mais ça, c'est juste pour des raisons d'élégance. Je vous rappelle que Jordan Bardella, dont vous venez de montrer l'élément, appartient au Rassemblement national. Oui. Et que dans un premier temps, ce discours a complètement varié. Parce qu'au départ, le Rassemblement national pensait que la France est trop paternaliste et que lorsque ils arriveront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renvoyer les Africains chez eux et leur donner la plénitude de leur liberté. France, CFA et consorts, tout ça va se terminer. Mais vous voyez que depuis un certain temps, le langage même du RN a changé, oui, parce que chacun commence à comprendre que l'aide au développement en Afrique est devenu un gouffre à sous. Et j'ai souvent coutume de dire, même dans les débats entre amis, je dis souvent à mes amis que je souhaite voir la France quitter l'Afrique pour que l'Afrique comprenne que leur problème n'était pas véritablement la France. Et vous verrez que même les puissances qui aujourd'hui connaissent une certaine vogue en Afrique, je pense seulement à la Russie, la Chine, à un moment donné, seront empêtrés dans le même problème que la France aujourd'hui. C'est-à-dire les populations vont commencer à questionner quelle est leur utilité, simplement parce que tout ce qui est fait est noyé dans un océan, n'est-ce pas, de corruption et de tout ce que nous connaissons. En réalité, comme l'a dit le DP tout à l'heure, l'aide au développement est considéré en Afrique comme un instrument de consommation. Or, on demande de l'aide pour mettre en place des structures qui nous rendront autonomes, notamment sur le plan économique, tel qu'il l'a dit. Il y a beaucoup de pays, on a parlé du Vietnam, même cette Chine dont nous parlons, la Chine, l'Inde, qui sont devenus juste des mastodontes, qui tutoient les plus grandes puissances, ont, n'est-ce pas, à un moment donné de leur histoire, ils ont, n'est-ce pas, été dépendants de l'aide au développement. Alors, il faudra qu'en Afrique,
on essaye un peu de voir. L'aide n'est pas un don de calcul. L'aide devrait être un élément qui amène les dirigeants africains à penser des politiques de libération. Parce que, disons-le, on est libre quand on peut déjà faire de nous-mêmes ce qu'on demandait à l'autre de venir nous faire. Et c'est pourquoi, à un moment donné, vous remarquez que l'Afrique piétine. L'Afrique piétine justement parce que, n'est-ce pas, que ce soit l'aide au développement. Il y a d'ailleurs le thème central de la tutelle qui rejoint effectivement celui que nous avons en ce moment, qui n'est qu'un continuum de cela. C'est-à-dire, cette aide-là, qui est considérée exactement comme quelqu'un, tu as faim chez toi, quelqu'un te donne 100 000 francs, tu vas au marché, tu achètes un sac de riz, de la viande, etc. Et puis on se met à manger. Quand ça finit, c'est terminé. Pourquoi n'avoir pas pensé à peut-être créer une petite échoppe pour que tu commences à vendre toi-même du riz dedans et puis à produire? C'est ça le problème de l'Afrique. C'est de penser, l'Afrique est le seul continent au monde où les peuples et les dirigeants estiment que leur développement dépend de ce qu'on leur donne et non de ce qu'eux ils produisent. Et lorsqu'on est à ce niveau-là, c'est que nous sommes carrément... Vous savez, il y a des paroles fortes dans l'histoire. Lorsque le président Sarkozy avait dit en France que le problème de l'Afrique, c'est de ne pas être dans l'histoire, il y a eu une avalanche critique. C'est vrai, moi-même, je pense assez injurieux. Mais vous allez remarquer que c'est parce qu'on est africain qu'on arrive à critiquer certaines choses. Mais si on se place du point de vue des autres, vous allez facilement comprendre qu'à un moment, on peut se demander si l'Afrique est consciente de ce qu'il y a lieu de faire. Merci Jean Bolengon, Jean-Moïse Mbok. Alors, tous sont passés par là. Chine, Singapour, Inde et bien d'autres ont bénéficié de ce qu'on pourrait qualifier d'aide. Mais là-bas, ça a produit des résultats. Mais chez nous, apparemment, ça ne produit rien, puisque on est toujours chaque année allé devant les fameux bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale et autres, pour les mêmes problèmes d'eau, d'électricité, de scolarité, de santé. Ailleurs, on est passé à autre chose, on parle développement, mais chez nous, on est resté sur le basique. Pourquoi ça a marché ailleurs et ça ne marche pas sur le continent africain? La première remarque que je fais, c'est que tous les pays qui sont cités, on ne trouve aucun pays africain dans les pays qui ont été cités, que ce soit l'Inde, la Chine et ainsi de suite. Alors moi, j'aime beaucoup questionner l'histoire parce que quand vous savez quand même d'où vous sortez, ça vous donne de savoir comment vous démarquer sur le temps et sur la suite. Il faut rappeler que la notion d'aide au développement est attribuée au président Truman, qui, à son discours en 1949, parlait, après la Deuxième Guerre mondiale, parlait de la reconstruction des pays qui ont été durement touchés. C'était l'aide à la reconstruction. Et dans cette aide, il était donc question d'apporter des fonds. Les pays qui étaient les moins touchés et qui avaient plus d'économies, ils devaient apporter les fonds aux pays qui étaient très en difficulté. Et ces fonds se traduisaient par l'argent et l'expertise pour reconstruire. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises américaines se sont densifiées dans le monde entier, parce que c'était un marché. Il faut d'abord le dire. Maintenant, à ce niveau, c'était un marché de personnes conscientes parce que ils avaient déjà construit, ils avaient déjà une idée de leur développement, ils savaient ce qu'ils voulaient, ça émanait d'eux-mêmes. Donc quand on parlait de reconstruire, ils savaient ce qu'il fallait exactement reconstruire. La notion d'aide au développement s'installe dans les années 60. 1960, quand nos indépendances se sont déclenchées, parce qu'il fallait garder la main sur l'Afrique qui restait et qui représente encore un gisement de toutes les ressources que vous pouvez très bien imaginer. Alors, en Afrique, on parle d'aide au développement. Remarquez bien que la dénomination change. Chez eux, ils parlent de reconstruction. Chez nous, on parle de développement. Le premier piège dans lequel l'Afrique tombe, et c'est pour ça que rien ne bouge, c'est au niveau du développement dans le système éducatif. On nous développe un système éducatif qui n'a rien à voir avec nos réalités. C'est pour ça que vous allez vous rendre donc compte que leur fameuse aide au développement est une machine financière au service des structures européennes. Parce qu'on vous parle de technique, par exemple. Il faut construire un stade. On vous dit qu'il faut l'expertise pour l'avoir fait. Qui l'a en Afrique? Personne.
Ça veut dire qu'ils ont pensé le concept. On fait croire que personne n'est là, ou bien effectivement personne n'a l'expertise. Ils s'arrangent à concevoir des projets qui vont imposer une expertise étrangère pour pouvoir en faire un marché. Le but, c'est ça. Alors, aujourd'hui, en Afrique, on ne pourra jamais décoller avec ce principe d'aide au développement parce que l'Afrique n'est pas dans une dynamique de développement. L'Afrique est dans une dynamique de construction à la base. C'est pour ça que le DPP... On parle dans certains pays africains d'émergence. Non, laissez les bons mots. Stéphane, on parle du développement, on parle d'émergence. Je dis bien, dans le construit, ils ont réussi à nous vendre des concepts qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Et ces concepts sont tellement creux que la plupart, allez simplement observer, la plupart des investissements qui sont des gouffres à seau ne produisent rien en retour. Les stades produisent quoi? Au fond, rien du tout. On n'a pas besoin de stades pour le moment. On a besoin des industries, on a besoin de produits, d'avoir une économie. À partir de là, on va au stade pour se réjouir. On va au stade pour s'amuser parce qu'on a produit quelque chose, on a produit à manger. Si nous sommes encore au stade, on a besoin d'eau, d'électricité, alors que chez eux, ils sont à la phase où le gaz vous vient dans un tuyau comme l'électricité. Vous voyez bien qu'on a encore du chemin à faire. Alors, eux, ils ont pensé leur développement et ils vont continuer leur développement. L'Afrique n'a jamais pensé son développement. L'Afrique n'a fait qu'emprunter le développement de X et de Y. C'est pour ça que cette fameuse aide, vous allez entendre le montant faramineux, mais c'est encore utilisé par eux-mêmes. Parce que les experts qui conçoivent les projets, c'est eux, ça a un coût. Les experts qui réalisent les projets, c'est eux, ça a un coût. On nous a encore embrouillé avec le renforcement des capacités, le très beau terme, on renforce les capacités, on appelle les maires, on appelle les députés, on appelle les élus, on appelle X, Y, qui forment encore, c'est toujours eux. Donc vous voyez que tout est fait pour créer un marché et on a rappelé que prioritairement, pratiquement 90%, l'aide c'est une dette, ce n'est pas un don, c'est une dette. Et c'est une dette qui doit être remboursée. Alors il faut dire que ces gens, de manière très intelligente, ont pensé que si on laisse ces gens s'autonomiser intellectuellement et se développer à leur façon, ils vont atteindre les cimes. Ils ont commis l'erreur avec la Chine. Ils ont vu où la Chine se trouve aujourd'hui. Ils ont commis l'erreur même avec tous les pays du Proche et du Moyen-Orient. Ils ont vu comment ces pays se développent aujourd'hui. Ils se rendent donc bien compte que si l'Afrique se développe de manière endogène, de manière concertée, de manière réfléchie, on va les dépasser tous. Parce que nous avons tout ce qu'il faut, la démographie, les richesses de sous-sol, qu'est-ce qu'on n'a pas à l'hydraulique et ainsi de suite. Donc, nous avons en face de nous les ennemis, qui ne sont pas nos amis, qui ont choisi de nous endormir avec, j'aime beaucoup l'image de ce qu'on donne aux mendiants, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est que dans l'église, la bonne offrande et la dîme, c'est au pasteur, au prêtre qu'on la donne. Oui. Ça, c'est la bonne offrande, c'est mon 10% de ce que j'ai fait, ainsi de suite. Et puis dehors, ce qu'on donne, c'est ce qu'on donne aux mendiants de sa propre poche avec ses moyens. Un 25, un 50, un 100 francs. L'image dont c'est laquelle? C'est qu'ils dealent avec nos gouvernants. Ils dealent avec nos ministres. Ils dealent avec nos boss. C'est eux qui ont le gros des enveloppes, qui vous annoncent les enveloppes, mais à la réalité, comment c'est affecté, ce n'est que eux qui savent là-bas en haut. Au résultat des courses, l'argent que l'Église reçoit, qui pouvait créer des facilités afin que des repas, par exemple, soient offerts aux fidèles ou à ces mendiants-là, l'Église ne peut pas l'utiliser parce qu'en fait, l'argent est affecté à d'autres préoccupations, parfois même plus, du moins au-delà de ce que le pasteur peut contrôler. Je prends cette image pour revenir à la gestion de nos nations. Oui. Ces gens n'ont jamais voulu que l'Afrique rentre dans une logique de construction. L'Afrique n'est pas dans une logique de développement. Et le développement qu'on nous vend, c'est des infrastructures, c'est des gros chantiers, c'est des grands concepts, mais où le commun des Africains ne se retrouve pas. Alors qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la santé en Europe, il y a un système qui est mis en place pour que tous les citoyens bénéficient de ce que la santé apporte. Le maire ne me démentira pas, il a été là-bas. Quand vous êtes en Europe, que vous ayez un emploi ou pas, si vous êtes inscrit à Pôle emploi et que vous remplissez des conditions, vous avez un appui. Parce que le système est mis en place pour pouvoir atteindre la population à la base.
C'est pour ça donc qu'on peut faire des routes, on peut faire des stades, on peut faire un ensemble d'investissements parce que il y a une production interne qui justifie ça. Qu'est-ce qui justifie la production en Afrique? C'est à ce stade que nous sommes encore. C'est pour ça que le chef de l'État aux États-Unis va rappeler qu'il faut que cette aide puisse nous permettre de nous industrialiser. Et c'est là qu'il faut que les Africains retiennent bien et s'accrochent très bien à ce qui doit être fait. Aujourd'hui, ils sont dans leur logique de mettre de l'argent, reprendre cet argent avec les intérêts qui vont avec. Oui. Nous l'avons vu, nous l'avons compris. On ne va plus continuer à tirer sur nos dirigeants ou tirer sur eux. Et j'aime bien ce que mon frère disait. Si quand même la France va tirer, on va bien comprendre que le problème, ce n'est pas la France. On doit donc être en face de nos dirigeants et nous parler vraiment en vérité, le langage de la vérité. On a besoin de quoi aujourd'hui en Afrique? C'est que la jeunesse puisse être déviée sur des secteurs qui vont lui permettre de produire localement, de s'émanciper localement et de rester chez elle. C'est là qu'il faut que nos gouvernants nous amènent. On doit donc, à partir de là, pouvoir créer un contexte qui permet à l'Afrique de commencer à réfléchir son développement. Ce qui fait donc que les routes seront pensées par nous, l'architecture sera pensée par nous, parce que tous les modèles qu'on a jusqu'ici, c'est des modèles occidentaux. Merci. Non, ne me coupez pas s'il vous plaît. Non, je vais je vais simplement dire, je vous en prie, Stéphane, parce que c'est très important. Est-ce que tu peux m'avancer 500 € pour que je tienne 3 mois? Bon, les 500 € d'aide que je reçois n'ont pas la même finalité que le mendiant devant la cathédrale. Ça me permet de tenir et de relancer ma machine. Ça ne m'a pas, ce n'est pas parce que j'ai ces 500 € d'aide me permettent de garder mon objectif, mon cap. Parce que je veux émerger, je veux soutenir mon mémoire, je veux obtenir mon diplôme pour être autonome, travailler et gagner et peut-être aussi dépanner d'autres personnes. Donc, vous voyez la différence entre l'aide. Le problème de l'Afrique, quand on compare à la mendicité, et à celui qui a une stratégie pour aller, qui sait où il veut, mais qui peut avoir besoin d'aide à un moment de façon ponctuelle. On a parlé de la reconstruction de l'Europe, mais sauf, on a reconstruit effectivement des gens qui avaient déjà une conception, une idée, et où il y avait une richesse humaine qui permettait, et je suis sûr et certain, excusez-moi, je suis sûr et certain que vous enlevez tous les Africains d'aujourd'hui d'Afrique, vous mettez 10 millions de Chinois, vous ne reconnaissez pas l'Afrique dans 50 ans. Je suis sûr. Donc le problème n'est pas l'aide en tant que telle. Le problème c'est l'usage et la stratégie nationale. C'est pour ça que je suis c'est pour ça que je suis très mal à l'aise lorsqu'on parle des Blancs, des Européens, de ceci. Et même j'irai loin, c'est là que je suis en désaccord avec eux en face. Je crois que nous sommes plus en face. C'est qu'il n'y a pas une conception endogène de développement. On n'a qu'à copier ce qui va ailleurs. C'est ce que tout le monde a fait. C'est ce que tout le monde a fait. Et l'histoire de l'Asie qu'on raconte aux enfants, elle est une fausse histoire. Très fausse. Et je pense qu'il faut démystifier cette mythologie de l'Asie endogène. S'il y a un continent qui est sûr qu'il faut s'ouvrir, il faut copier sans réfléchir. Selon l'adage de Deng Xiaoping, c'est l'Asie. C'est tout le contraire qu'on raconte à nos enfants. C'est entièrement faux. Il faut que les gens lisent l'histoire de l'Asie. C'est entièrement faux. Et j'ai pris l'exemple. J'ai pris l'exemple. Non, attendez, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Vous allez reprendre la parole. Vous allez reprendre la parole. Vous allez reprendre la parole. Que l'Asie. Mais vous m'interrompez. Laissez que je vous donne manière. Je le pharmacopée chinoise. Non, c'est pas la pharmacopée chinoise qui développe la Chine. C'est des histoires folkloriques. C'est pas la pharmacopée chinoise qui développe la Chine. C'est la technologie et le chômage. Nous avons une intelligence dans ce continent. Laissez que je termine. Votre intelligence vous a mené. Laissez que je termine. Laissez que je termine. Laissez que je termine. Laissez que je vous rappelle. Laissez que je termine. La révolution. Laissez que je termine. Laissez que je termine. La révolution Meiji, c'est quoi? Qui est à l'origine du début du Japon? La révolution Meiji, c'est la rupture avec l'endogénie, la conception endogène, la vision interne, pour copier en envoyant 400 000 boursiers
japonais aux États-Unis et un truc. Donc, 400 000, vous imaginez le nombre de bateaux de japonais. Écoutez, ça commence par une réflexion interne. Même s'il faut copier, c'est nous qui choisissons en interne. S'il vous plaît, écoutez, si vous ne réfléchissez pas en interne, quand vous envoyez des enfants de 16 ans pour aller étudier aux États-Unis, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites d'aller d'abord apprendre la science, les mathématiques et tout point. Et ensuite, ils reviennent. Donc, c'est la mathématique. Il n'y a pas plus de retour. Quoi quand ils reviennent? J'en viens. Vous faites, nous sommes ensemble. J'en viens, mais votre idéologie, soi-disant nationaliste, c'est elle qui empêche que les gens reviennent. En Chine aujourd'hui, je vous rappelle qu'en Chine aujourd'hui, le Chinois qui est diplômé de MIT, qui touche $20 000 aux États-Unis, lorsque le gouvernement chinois le ramène pour travailler pour l'État chinois, il garde son salaire de $20 000 au sein de l'État chinois. Il y a plusieurs grilles de salaire au sein de l'État chinois. Donc l'ingénieur chinois qui a fait ses études, qui travaille aux États-Unis, quand on a besoin de lui en Chine, il rentre en Chine, il garde son salaire qu'il avait aux États-Unis. Et c'est l'État chinois qui lui paye. Est-ce que vous pouvez le faire ici? C'est la vision de l'État chinois. Oui, mais justement, il est d'abord sorti. Il est sorti. C'est l'ouverture. Le fait d'envoyer les 400 000 étudiants japonais étudier aux États-Unis, c'est pas l'enfermement, c'est l'ouverture. Le fait d'envoyer des centaines, laissez que je termine. Le fait que la Chine, vous m'interrompez, je ne vous ai pas interrompu. Le fait d'avoir envoyé la Chine elle-même, vous savez où a été créé le Parti communiste chinois? À Montargis. Si vous visitez le musée de Montargis, au centre de la France, vous verrez que il y a les manuscrits de Deng Xiaoping, les bouches du statut et du règlement intérieur du Parti communiste chinois. Et c'est les étudiants ouvriers chinois qui sont arrivés en France pour copier. Ils ne sont pas seulement allés copier la science, ils sont allés copier jusqu'à l'organisation sociale. Vous ne pouvez pas imaginer, aucun Camerounais, quand vous racontez l'histoire sur l'Asie, la première constitution de l'ère Meiji, c'était la copie jusqu'à la virgule de la Constitution française. Le Parti communiste chinois a copié jusqu'à la virgule de la Constitution française. Donc quand vous parlez d'endogénie au niveau du développement de l'Asie, ça m'étonne. Je reviens à mon exemple, l'exemple le plus récent. Voilà, je reviens à l'exemple le plus récent. Je l'ai cité en connaissance de cause, le Vietnam. Oui. J'ai fait un mémoire sur le Vietnam en 1994, donc en maîtrise. Le Vietnam, la moitié de la population vietnamienne vivait, je vous dis bien, de l'aide alimentaire mondiale. Donc de l'aide. Du pain. Pour manger. Voilà. Oui. Comment ce pays, en 20 ans, est passé de la moitié de la population aidée pour survivre à une économie émergente? Premièrement, ouverture sans réflexe. Dès qu'elle s'ouvre, et contrairement à ce que les gens disent ici, le premier accord de libre-échange que le Vietnam, sortant de guerre, signe, c'est avec les États-Unis. Donc ne vous étonnez pas pourquoi Nextel et toutes les autres compagnies vietnamiennes émettent, c'est avec le soutien, l'ouverture sans réflexion pour copier l'industrie américaine. En 2000, deuxième série de signatures d'ouverture avec la science. Vous savez, c'est une communauté économique libre-échange, sans restriction. Le Vietnam, au sortir de la guerre. Deuxièmement, accord d'intéressement et de favoriser tout investissement étranger. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus d'ouverture que ça. Le résultat de tout cela, effectivement, ça s'ajoute à un investissement massif en capital physique et humain. Mais en 20 ans, le pays est émergé. Donc, il faut arrêter ce complexe que vous mettez dans la tête de nos enfants. Il n'y a pas une conception africaine. C'est des histoires. Et c'est ce que tout le monde a fait depuis les années. Ceci, c'est couturé. C'est là où on en a tourné encore aujourd'hui en 2024. Franchement, il faut nuancer. S'il vous plaît. Donnez-moi une minute puisque nous partageons la même idée. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. Peut-être que vous me permettez de répondre à la question. Parce que là, des visions
la stratégie se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes sur un plateau panafricaniste, je précise à ceux qui nous regardent. Donc nous faisons la promotion d'une valeur, alors de valeurs africaines, dans le modernisme, dans le rapport aux autres. Mais on se rend compte que nos valeurs, il faut bien le dire, peine à trouver leur place dans la mondialisation qui s'exprime aujourd'hui. Nous avons des exemples qui parlent. Singapour parle aux Africains, le Vietnam, la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord. Alors, qu'est-ce qui est pointé du doigt ici? Le déficit de vision de nos dirigeants, la peur de l'autre, l'idéologie construite qui nous fait comprendre que nous ne comprenons rien. Ouais. Qu'est-ce qui ne marche pas pour que ailleurs ça marche, mais chez nous ça piétine? Stéphane, la mondialisation se caractérise par le fait que tous ceux qui y vont uniquement pour prendre sont les moins importants. Il faut apporter quelque chose lorsqu'on y va. Qu'est-ce que l'Afrique apporte? L'Afrique, pour l'instant, n'apporte rien parce qu'elle va dans un copiage tous azimuts. Le copiage doit être ciblé. Merci. On parle de l'intelligence économique. Je ne suis pas en total désaccord avec la vision de M. le maire. Qu'est-ce qu'on doit endogénéiser? C'est les besoins. L'Afrique n'a pas les mêmes besoins que les autres. Comme quoi? On peut avoir quel besoin? Je vais prendre un cas par exemple. Tout à l'heure, nous parlions des infrastructures. Oui. J'ai évoqué ce cas la semaine dernière. On nous construit des palais qui ne nous rapportent absolument rien. Je vais prendre le cas du palais des congrès. Je vais prendre le cas du palais des sports. Je vais prendre le cas du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'ils ne servent à rien? Ce n'est pas qu'ils ne servent à rien. Mais chaque chose donne une priorité. C'est une priorité. À quel niveau? C'est une priorité. C'est des instances politiques Non. qui sont assez majestueuses pour s'imposer dans la société. Ce sont des instances de prestige. On les a qualifiées la semaine dernière d'instances de besoin de souveraineté. Mais à quoi nous servent ces structures de prestige alors que par derrière nous avons encore les besoins élémentaires? Lorsqu'on regarde la pyramide des besoins de Maslow, elle nous renseigne à suffire comment est-ce qu'on construit la vie. On commence par où? Par les grands palais alors qu'on a encore faim? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc on a cette impression qu'en voulant copier de façon béate, on perd de vue l'objectif. Or, le succès se construit de façon... Quel est l'objectif aujourd'hui lorsque l'Africain que vous êtes, vous observez le monde? Quel est l'objectif de l'Africain qui naît en 2024 au Cameroun? Quel doit être son rapport au monde? Quelle doit être sa perception du monde? Ou alors son ambition par rapport au monde? L'ambition des États africains aujourd'hui, c'est de s'industrialiser. C'est d'être des acteurs majeurs dans les échanges mondiaux. Sortir de ces 0,5% dans les échanges en tant que capteur, en tant que réceptacle. On doit aussi être exportateur. Le défi de l'Afrique, c'est de garder ses enfants chez soi et que les autres viennent aussi apprendre chez nous. Ce n'est pas toujours nous qui devons nous ouvrir à aller apprendre chez les autres pour tout. Est-ce que vous connaissez l'architecte le plus célèbre du XXe siècle? Non. Francis Kérékéré, c'est un Béninois, spécialisé dans les constructions en briques de terre. Merci. Il est devenu... Il a par exemple construit quoi? C'est une question. Parce qu'il faut qu'on questionne réellement cela. Lorsque vous parlez, on ne vous coupe pas. Francis Kérékéré est un Africain qui a eu son bac à 40 ans, après avoir été mécanicien. Aujourd'hui, il développe déjà sa commune au Bénin, avec un modèle innovant de construction des écoles qui sont en phase avec les questions climatiques, qui n'ont pas besoin d'électricité parce qu'il y a un système d'éclairage solaire utilisé avec des tôles transparentes, qui n'ont pas besoin de climatiseurs. Voyez-vous, qui n'a jamais enseigné dans une université béninoise, mais que les Allemands ont pris pour enseigner l'architecture dans la plus grande université d'Allemagne. Mais qu'est-ce qu'on nous allait en Allemagne. Pardon? Il allait perfectionner en Allemagne.
Il perfectionne et il enseigne la base. Okay. Mais il a conçu ici. On ne peut pas se développer sans s'ouvrir. Si je parle au cas de Hyundai, C'est pour ça que je dis que nous sommes ensemble. Hyundai qui est aujourd'hui un grand groupe automobile, s'est développé comment? C'est l'intelligence économique. Les Coréens ont envoyé leurs boursiers, ils ont signé un accord de bourse avec Mercedes, mais la condition pour tout boursier était que lorsqu'il prend la retraite, il rentre en Corée. Et vous on envoie combien de boursiers? J'y viens, monsieur le maire. C'est donc ces boursiers qui ont pensé la voiture Hyundai telle qu'elle est aujourd'hui. C'est l'une des voitures asiatiques qui ressemble le plus à la Mercedes. Oui. Parce que ce sont des retraités de Mercedes. Le souci de l'Afrique, c'est quoi? À partir du moment où nous envoyons les enfants, il a dit, nous envoyons les enfants en Europe, sans leur dire pourquoi ils vont, sans leur présenter les enjeux. On n'envoie plus depuis 1994. L'État camerounais n'envoie plus d'enfants de boursiers à l'étranger. Non, le boursier d'État. Le gouvernement n'envoie plus, mais l'État envoie. Non, parce que les parents continuent d'envoyer. Mais c'est pas l'État. Non, c'est pour ça que je dis, le gouvernement n'envoie plus. Voilà. Mais l'État camerounais accompagne les parents qui envoient. Lorsque des pays envoient des offres de bourse, c'est le ministère des Relations extérieures qui les rend publiques. Oui, mais ça, c'est pas le financement de l'État. Et c'est justement ces jeux de mots qui perturbent l'Afrique. On parlait tout à l'heure des mots émergence, machin. Oui, c'est des mots qui On ne peut pas dire que quand nous n'envoyons plus de boursiers, alors que des jeunes Camerounais vont étudier ailleurs. Mais on fait de qui finance? Mais ce sont les parents qui sont pas l'État. Stéphane, j'ai été boursier de l'État du Cameroun. Et j'ai toujours condamné la cessation des programmes de mots. Donc, actuellement, l'État quand même n'envoie pas de boursiers. Ce n'est pas ce qui est important, monsieur le maire. Mais c'est important. Non. En matière de sortie de l'État camerounais envoie, mais c'est le gouvernement camerounais qui n'envoie plus. L'État, c'est vous et moi. Non, lorsque son envoie son fils étudier à Europe, est-ce que l'État ne fait pas ça être boursier de l'État? Je n'ai pas parlé de boursier de l'État. L'intelligence économique ne commence pas toujours par l'État. Je vais vous parler d'un cas. Ce n'est pas de la stigmatisation. Mais à l'heure actuelle, la communauté qui a le plus de ressortissants dans la diaspora, c'est la région de l'Ouest du Cameroun. Oui. Et c'est basé sur une intelligence économique. Les mamans s'endettent dans les tontines pour envoyer les enfants en Europe. Et qu'est-ce qu'on leur dit? J'ai pris 3 millions et demi à la tontine. Quand tu arrives, pour que je ne perde pas la face à la tontine, tu as 2 ans pour rembourser les 3 millions et demi. Et regardez ce que la communauté de l'Ouest fait. Mais ça, c'est informel. C'est privé. Ça veut donc dire que l'Afrique a des ressorts d'intelligence. Il y a l'économie solidaire de l'État. Quand on parle d'endogénisation, qu'est-ce qui marche chez nous dans l'informel, qu'on peut formaliser? On va par exemple vous dire qu'il y a des banques, là je vais peut-être trahir un secret économique, qui gonflent de façon fictive les comptes de certains étudiants pour qu'ils aient la caution, alors qu'ils n'ont pas la caution. Il y a toute une ingénierie de voyage dans la communauté de l'Ouest Cameroun que l'État camerounais peut valoriser. Il y a les questions d'âge qui se posent à la FECAFOOT. Le Nigeria, par exemple, a un système de données binaires où il y a les âges officiels et les âges officieux. Et c'est quand l'enfant sort du pays qu'on choisit quelles données on envoie, soit les données informelles, soit les données officielles. Mais qu'est-ce que nous on fait à la FECAFOOT chez nous? On expose les enfants et on annule les transferts alors que l'enfant était déjà en Europe. Pourquoi nous, on ne pense pas capter? Pourquoi on n'a pas la même malice que l'Occident? Parce que tous les pièges qu'on a évoqués ici, ça relève de quoi? C'est de la malice. Mais nous, on n'a pas de malice. Et on n'a pas de malice pourquoi? On n'a pas le projet de conquérir le monde. On a le projet d'essayer de bien manger, d'essayer de bien se vêtir, mais on n'a pas le projet... Votre béninois, Kéré, à part essayer de parler dans sa commune, au Bénin, et être invité par l'Allemagne, qu'est-ce qu'il a fait pour que vous le présentiez? Il a gagné le prix Nobel de l'architecture. Pour qui? Non, pas pour qui. Parce que vous vous contredisez quand même. Non. Vous voulez conquérir le monde en restant en africanisant. Personne n'a dit que nous sommes en face. C'est nous qui avons la parole, bien sûr. C'est ça. On pose la question. On va parler. Après, je voudrais bien qu'on se comprenne. Vous allez chuter, monsieur Somba. Je voudrais bien qu'on se comprenne. On ne se développe pas en s'enfermant. On sort. La question c'est on sort comment? Voilà la question. Tout à l'heure avant d'arriver ici, j'ai regardé le film de Ray Charles.
Oui. Lorsque sa maman Et Jamie Foxx. l'envoyait à l'école, elle lui a donné un canevas. Le problème, quel est le canevas que les États africains donnent à leurs enfants quand ils s'exportent? C'est ça la question. Ne pensez pas qu'on demande de fermer les frontières, non. Tout à l'heure, j'ai parlé de libre-échange. Vous allez faire le libre-échange, comment si vous fermez les frontières? Il faut s'ouvrir. Vous allez attirer les investissements directs étrangers, comment si vous êtes enfermé? Non, il ne s'agit pas d'enfermer, mais il s'agit d'avoir une stratégie de développement endogène, basée sur nos priorités, basée sur nos besoins et notre volonté de conquérir le monde. Comme l'Afrique a déjà été au firmament, avec l'Égypte, avec les Tombouctou, l'une des premières C'était un ouvrage. Laissez-nous ça. Voilà. Merci. Stéphane, je avec cette vision. Oui, Le Cameroun aujourd'hui peut-il conquérir l'espace? c'est une interrogation. Non, c'est pas une interrogation. Mais un ministre de la République a réussi à faire que l'Assemblée nationale valide le programme spatial camerounais. Donc rien que les études de faisabilité coûtent 5 milliards. Rien que l'étude de faisabilité qui peut s'avérer au finish non concluante coûte 5 milliards. Est-ce que vous comprenez un peu le problème de l'Afrique? Est-ce que nous avons le logiciel actuel pour que le Cameroun conquiert l'espace? Nous ne l'avons pas. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un est venu proposer un projet. Forcément, il y a des recours commission quelque part. On est allé vendre ça aux députés qui ont validé que le programme spatial... Merci, Timothée Sumba. Voilà. Boulengon, la réflexion reste la même et opposition dans la réflexion, ça s'exprime même sur ce plateau. Beaucoup estiment qu'il faut rester avec des substrats qui sont les nôtres. Certains estiment qu'il faut conquérir le monde avec les instruments du monde qui ont fait la preuve partout sur divers continents. Vous savez, Stéphane, je vais vous prendre une image que Allez-y. j'ai souvent prise aux gens pour comprendre le monde. Je prends ce mouvement comme une rivière où les Occidentaux sont arrivés en premier et les autres peuples, lorsqu'ils arrivent, les Africains se disent non, la rivière là appartient aux Occidentaux, n'allez pas vous laver là-bas. C'est faux, c'est pas leur rivière. Vous pouvez vous abreuver à la même Que rivière. penserait le Chinois à l'heure actuelle? Vous dites que les Africains, eux, ils pensent que la rivière appartient aux Occidentaux. Les Chinois à côté, eux, ils pensent quoi? Les Américains, ils pensent quoi? intellectuels chinois Les États ont compris que et ont compris très il rapidement faut aller à la même et rivière. s'ouvrir. À la même rivière. Le fait, c'est quoi? Je vais vous dire. Bélizin Diomon, les philosophes camerounais, dans De la méthode à l'excellence, qui est lui un terminal en philosophie, dit quelque part, il n'y a pas une commune mesure de bonheur, mais il y a une commune mesure de bien-être. Et c'est assez clair. Parce que qu'on appelle développement, c'est quoi? C'est le bien-être. Il n'y a pas vu, et il nous donne une liste de choses. Bien-être signifie bien se loger, bien se nourrir, bien se soigner, bien se faire. Il n'y a pas mille manières de bien se soigner. Il n'y a pas mille manières de bien se loger. Il faut être dans un logement qui nous met à l'abri des intempéries, par exemple. Et j'aime bien Tchèque Hamidou Khan dans Les Aventures ambiguës. Oui. Vous voyez cette guerre au village où lorsque les Occidentaux arrivent, il y a une guerre au village, le maître de Dialobé, qui est le maître de l'école coranique, conseille au roi de ne pas envoyer les enfants à l'école des Blancs, alors que la sœur du roi, qui a de l'influence sur lui, qu'on appelle la Grande Royale, elle dit à son frère, et c'est une phrase qui m'a tellement touché, elle lui dit, envoyons nos enfants à l'école des Blancs parce qu'ils savent lier le bois au bois. Ils savent vaincre sans avoir raison. Lorsque nous sommes dans la stratégie de développement, il ne s'agit plus de s'enfermer. Et je suis vraiment de ceux qui luttent fermement contre ceux qui essaient de démontrer que le développement de l'Afrique passe par une réminiscence d'un passé que nous ne connaissons même pas en réalité. Non, vous ne pouvez pas dire que C'est que je- mythique. Un passé mythique. On parle de l'Égypte, on parle Mythifié. Marcien Toa, et c'est sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, dit quelque part que essayer de reproduire les mêmes armes que nos ancêtres avaient, c'est essayer de ramener ce qui causa la perte même de nos ancêtres. Est-ce que vous savez que le fait d'être colonisé, j'ai même un internaute sur Facebook,
pourri. Il avait dit, mais comment les Blancs ont pu nous dominer avec toute cette sorcellerie ici? Là, c'est une blague. Et toute la technologie, c'est assez glorieux. Comment on a été colonisé? Comment on a été colonisé? C'est l'interrogation. Cette sorcellerie est inférieure. Et Hegel dit quelque part que le débat c'est comme une lumière. Les ténèbres disparaissent quand la lumière arrive. Oui. C'est-à-dire, il faut que l'Africain arrête de penser qu'il y a un développement en africain. Et c'est faux. La Chine a été un pays communiste qui a combattu le capitalisme. Montrez-moi un pays plus capitaliste que la Chine aujourd'hui. Et comme Mao a effectué le voyage aux États-Unis pour dire que nous nous sommes trompés d'ouverture, l'ouverture vers le communisme entraînant la Chine dans l'abîme, c'est le capitalisme qui est... Comment la Russie a obtenu la bombe nucléaire 4 ans après les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on arrête de penser que ce qu'on voit en Occident est un développement à l'occidental. Non, c'est le développement tout court. Et tout peuple doit s'abreuver à la science pour y parvenir. Même si le développement c'est comme la cuisine. J'espère que la parole va revenir ici. Comprenez? La parole vient c'est pour compléter. Après, on leur donne la parole. C'est pour compléter. Monsieur Mbok, vraiment, parce que c'est pour compléter. Vous avez posé une question tout à l'heure sur la Chine. Moi, je n'ai pas retenu toutes les bonnes citations, Cheikh Hamidou Khan et tout le reste. Mais il faut lire que nos jeunes enfants lisent quand la Chine se verra dans l'imperfite. Je n'ai pas le nom parce qu'il a fait tout un chapitre sur la théorisation du développement par les intellectuels chinois du 19e siècle. Et ils ont posé la même question qu'ils viennent de poser. Comment ces gens nous imposent le commerce illégal, je veux dire, et illégal aussi, parce que ils ont porté à faire et comment ils nous dominent, alors que nous pensions que nous étions le centre du monde, nous avons inventé le tissu, l'écriture et tout ça. Et ils ont posé cette question. Et qu'est-ce que les intellectuels chinois ont pris comme première résolution? Nous allons acheter les mêmes canons qu'eux. Or, ils se sont rendus compte que vous ne pouvez pas acheter les canons chez quelqu'un et le battre avec les canons que lui il fabrique dans des usines. Ils ont dit, il faut aller copier la science. Merci. Pour que nous puissions nous-mêmes fabriquer. Et d'autres intellectuels leur ont dit, et c'est là le plus important, leur ont dit que la structure sociale, notre organisation sociale n'est même pas propice au progrès. Ce sont les intellectuels chinois. Donc il faut rompre avec ce passé. Et c'est là où la révolution chinoise va détruire toutes ces l'histoire. Ils ont détruit toutes les églises traditionnelles. Ils ont interdit de faire référence à l'empereur, à tout ce qui était passé. C'est ça la révolution chinoise. C'est ça la révolution Meiji. Et pourquoi ils ont préconisé cela? Parce qu'ils ont dit la science occidentale qui évolue aujourd'hui plus que nous, elle est propice, elle produit tous ses effets quand dans la société il y a un mode d'organisation sociale qui permet la critique, l'évolution, l'innovation. Et donc nous devons copier jusqu'à l'organisation sociale à l'européenne. Et c'est pour ça que la révolution républicaine entre en Chine. Pas parce qu'on leur a imposé, comme nous on nous impose, alors que nous n'y adhérons, mais parce qu'ils ont estimé que c'est la République, l'organisation républicaine est favorable au progrès. Merci. Et c'est la déduction des intellectuels chinois. Donc au-delà même de la science, ils ont copié jusqu'à l'organisation sociale. Et c'est pour ça que la révolution Meiji copie la constitution française à la lettre. Et je vous rappelle donc Deng Xiaoping est celui par qui l'ouverture au capitalisme arrive. Vous connaissez l'histoire de peu importe le chat pourvu qu'il attrape la souris. Voilà, parce que c'est le projet de discours de Deng Xiaoping lorsque il y a la crise de famine dans toute la Chine, alors que ceux qui voulaient le développement endogène, la révolution communiste, on dit ce monsieur dangereux veut collaborer avec les Américains, on l'a exilé dans son village. À la fin de l'année, les Chinois mangeaient la terre partout. Seule la région de Deng Xiaoping, où il a expérimenté la propriété privée, c'est là où il y avait surproduction, où personne ne mourait de famine. Et c'est comme ça qu'on est allé prendre Deng Xiaoping pour nous confier la Chine, pour la moderniser. Il faut rappeler que c'est l'ouverture qui a fait de la Chine.
J'espère simplement qu'on aura le même nombre de temps. Non, on va pas commencer. Je pose la question. Alors, nous parlons véritablement ou visiblement sur le plateau, deux visions s'affrontent. Est-ce qu'il faut rompre avec ce qui nous sert de substrat, lui sert de valeur, Tombouctou, l'Égypte, le grand empire malien, justement, et nous verser à la conquête du monde en utilisant les instruments des autres, que la Chine a utilisé, que Singapour a utilisé, que la Corée a utilisé, avec des résultats, mais que l'Afrique peine à utiliser en restant focalisé sur un développement pensé à l'endogène. Je vais d'abord saluer le grand frère Jean-Claude Evina qui nous écoute et qui a envoyé un message qui a simplement dit que ce n'est qu'une affaire de mindset. Effectivement, ce n'est qu'une affaire de mindset. J'ai envie de dire à mes voisins en face, enlevez les organes. Parce que vous n'avez pas du tout compris ce que nous sommes en train de dire et vous vous êtes lancé dans un débat qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Nous sommes sur la question de l'aide. Attendez, nous sommes sur la question de l'aide au développement. Oui. On questionne sa pertinence et on vous dit que ce modèle n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent et j'ai pris l'histoire parce que ce n'est pas un modèle qui cadrait avec les besoins d'un continent qui a besoin. L'aide a été expérimentée à Singapour, en Chine, au Japon. Les autres ont parlé. Allez-y. Je suis en train de dire ici. Et finalement, nous disons la même chose. Nous sommes en train de dire ceci. Pour qu'un peuple, pour qu'un pays, pour qu'un continent se développe, on l'associe à la réflexion. Quand on l'associe à la réflexion, le peuple même développe une vision. Quand le peuple a donc développé une vision, le peuple va dans l'ouverture, mais une ouverture qui cadre avec son besoin. Stéphane, quand je veux développer ma maison, il a parlé d'habitat. Quand je veux développer ma maison, je sais ce que je veux comme salon, ce que je veux comme tableau, ce que je veux comme meuble. Je ne vais pas aller prendre la cuisinière et dire que les gens s'asseyent dessus parce qu'on m'a dit que j'ai vu ça chez Stéphane. Non, s'il vous plaît. Nous, on a mis les organes sur un sujet où les gens nous écoutent, nous suivent et veulent être édifiés. Je vous rassure que tout ce que vous avez dit est pertinent. Contrairement à ce que vous dites que nous on est perdus. Nous, on n'est pas perdus. Non. On dit que ce que vous dites est pertinent. Mais ça suit une vision globale. La vision globale, c'est que dans cette zone, par exemple, vous parlez de modèle de développement, dans la zone X, quel type de logement peut cadrer avec la population de manière à ce que tous les habitants aient un logement décent? Qu'est-ce qui peut permettre ça? On s'assied ensemble, on réfléchit, et maintenant on copie quel est le modèle à l'extérieur. Ça peut être l'Afrique australe. Allez en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya même, la majorité des camps, ce qu'on appelle logements sociaux ici, c'est en briques de terre. Oui. Pourquoi? Parce que c'est accès facile et ils ont développé des industries qui produisent les machines de fabrication de blocs en briques de terre. Parce que c'est un modèle qui cadre avec leur développement. La matière première, elle est sur place. On prend la terre, on la presse, on l'adapte et le coût est moindre. Ça, ce n'est que l'habitat. Au niveau de l'alimentation, moi j'ai le manioc dans mon village. Il faut une machine particulière pour transformer le manioc. Et vous me demandez d'acheter une pelle batteuse parce que j'ai vu ça aux États-Unis. Non, elle est intéressante, elle est bien, mais c'est pour le blé. Moi j'ai le manioc. Qu'est-ce qu'il me faut pour mon développement? C'est qu'on doit s'asseoir, on réfléchit. S'il faut envoyer des enfants, comme les Chinois l'ont fait, pour copier dans le textile, parce que pour que la main-d'œuvre soit moins chère, il fallait copier, et après avoir copié, il fallait avoir une vision. La vision, c'est que nous, on peut produire ce que vous produisez chez vous à moindre coût. Même le Nigeria l'a fait. C'est une vision. Ce que nous sommes en train de dire, mes amis, nous disons la même chose. On ne peut pas se développer en se fermant sur soi-même. Le volet endogène, c'est le fait de prendre en compte ce qui cadre réellement avec notre développement. Monsieur le maire, pourquoi on a des tracteurs qui sont abandonnés quelque part au Cameroun, un endroit qu'on ne connaît pas? Mais c'est abandonné depuis des années parce qu'on a pris des tracteurs, on a mené dans un village qui ne connaissait pas l'agriculture à cette échelle-là.
Mais si vous avez donné des houes, des pelles, des machettes, ils les auraient mieux utilisées. On peut citer d'autres cas. Il ne faut pas qu'on prenne les Africains pour des idiots. Et c'est pour ça que nous disons non. Qu'on ne prenne pas les Africains pour des gens qui ne peuvent pas réfléchir leurs besoins et maintenant chercher des partenaires qui cadrent avec leurs besoins. C'est tout ce que nous sommes en train de Mais je vous relance parce que justement vous posez une excellente équation sur la table. Nous sommes quand même 60 ans plus tard, après les indépendances. Oui. Nous avons quasiment eu le même départ que l'Inde, qui a été colonisée par l'Angleterre. Nous avons vu Singapour colonisé par Y, le Japon colonisé par les États-Unis. Mais comment ça se fait qu'eux, ils aient pu extérioriser ces régiments et ces concepts de développement, alors que vous, ou bien nous en sommes encore à des balbutiements où on ne sait même pas encore ce qui nous est propre, ou alors ce qui nous serait utile. Le départ d'une assemblée qui nous est offerte par un partenaire, est-ce que c'est la priorité? Si on doit même aller vers un partenaire, est-ce qu'on doit véritablement accepter ce type de développement où la logistique sera entretenue? Ils tiennent avec l'autoroute. Ils accélèrent avec l'Assemblée. Stéphane, je vous pose la question, oui. Vous allez répondre. Ce que je tiens à dire ici, c'est que le développement de l'Inde s'est fait avec la prise en compte des intelligences indiennes. Oui. On a deux problèmes en Afrique. Un, le mindset. Deux, la gouvernance. La gouvernance dans le sens de la communication sociale. Parce que dans tous les pays au monde, la vision de développement s'enseigne. Elle s'explique. On la communique. Vous avez quoi en abondance chez vous? On peut rapidement faire le héros. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec le héros? Il paraît qu'on fait le whisky en sachet avec. Oui. Il paraît qu'on fait. Okay. Alors, et comment on fait pour maximiser dans votre zone et faire quelques industries là-bas pour que les populations de cette zone puissent se développer allègrement? Voilà comment ça se passe. En Inde, on les a associés à la réflexion. Chez nous, en Afrique, on a des rois qui sont dans le souvenir du royaume, qui se rêvent encore dans le royaume. C'est pour ça qu'ils sont au pouvoir de manière éternelle, et je n'ai rien contre ça. S'ils étaient au pouvoir dans le sens d'amener les populations à intégrer un modèle de développement, on parle de décentralisation. Pourquoi on ne va pas dans les zones par zone, recenser les richesses qu'il y a là-bas et mettre un accent, dire à ces populations que le développement passera par vous, on compte sur vous, et l'argent qu'on vous donne, c'est pour renforcer votre capacité de production. Ça va donc entraîner naturellement un besoin de machinisme qui va nous faire nous tourner vers un producteur international qui va nous rendre service. C'est de ça que nous parlons. C'est pour ça que je vous ai dit nous disons la même chose. Je vous ai dit ça. C'est vous qui pensez que nous disons autre chose. Moi, je dis que on commence à la base. On commence à la base. Monsieur le maire, on commence à la base. Il faut que nos gouvernants apprennent à communiquer avec les populations. Pour leur dire, nous sommes à ce, voici où nous sommes, voilà où nous voulons aller. Et pour y arriver, on a besoin de toutes les 10 régions. Et dans les 10 régions, on sait que naturellement, chaque région a tel type de potentiel. Mettons ça ensemble pour atteindre un certain point. Maintenant, quand on l'a atteint, je vous en prie, l'Africain réfléchit encore. Même le modèle de développement social peut être questionnable. On le ramène quand même, on l'explique aux populations et laisser le soin aux gens de choisir ce qui cadre avec leur développement. C'est pour ça qu'ailleurs ça marche et chez nous ça ne marche pas. Je sors avec l'exemple français, comme on aime trop l'Occident. Ok? À Lyon, la majorité des zones vertes que vous voyez, c'est les privés qui les construisent en collaboration avec les mairies. On veut des zones vertes, on veut des zones développées. L'homme d'affaires qui gagne un marché, la majorité de ses bénéfices vont dans la construction des zones vertes qui sont mises en location et il se fait un bénéfice en ayant aidé la ville. Mais c'est dans un raisonnement cohérent, c'est pensé, on l'a voulu, on a accepté et on va ensemble. Merci. L'Afrique peut encore, et je sors définitivement par là, réfléchir son développement. L'Afrique a le droit d'accepter un modèle extérieur ou pas.
Si vous ne concédez pas ça à l'Afrique, c'est là qu'on aurait un problème. Le problème, c'est qu'on vous fait comprendre qu'il n'y a pas de modèle extérieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez que je précise que le temps va commencer à nous manquer. Il nous reste à peine 8 minutes. Je vais commencer par vous. Non, Stéphane, c'est mon tour de parole. Je n'ai pas parlé dans... La réalisation nous fait comprendre qu'il nous en reste moins. Allez-y. Premier problème avec le copiage, acculturation, c'est que maintenant on copie donc qui? On a les modèles états-uniens, on a le modèle chinois, on a le modèle russe, on a le modèle occidental. Permettez. S'il faut copier face à ces 4 modèles, on va copier qui? Deuxième problème, je raconte rapidement 2 anecdotes. On va construire, pour dire que même le bien-être n'a pas de commune mesure, on va construire des logements aux Pygmées, à l'est. C'était des jolies cases et tout, mais on a cimenté le sol. Voilà. Oubliant que les Pygmées dorment par terre. Alors ils occupaient le logement en journée, et la nuit quand il fallait dormir, ils rentraient en brousse. Ils ne dorment pas à terre pour rien, parce qu'ils estiment qu'ils sont en communion avec leurs anciens, avec leurs ancêtres. On n'a pas tenu compte de cet aspect. Là, le bien-être n'est plus commun, parce qu'on a rompu leur équilibre. On a fait la même chose au nord, avec la GIZ. On a allé construire des fourrages. Moi, nous ne sommes pas des pygmées. Non. Vous parlez d'une ministre. Ne le laissez pas à l'extérieur. C'est une allégorie. C'est une allégorie. On va faire la même chose avec la GIZ. On construit des puits dans une zone du Septentrion. Je préfère ne pas donner le nom pour ne pas stigmatiser. On construit les puits à proximité des saris. Alors que les femmes sont habituées à aller au marigot. Après, on se rend compte que les populations n'utilisent pas les puits, les dits forages. C'est bien après qu'on va vers les femmes. Et elles nous disent, nos maris nous surveillent tellement que le seul moyen pour nous de nous divertir et de changer, c'est lorsque nous allons au marigot, loin des saris. Vos puits que vous êtes venus construire à proximité des maisons font que nous n'avons plus la possibilité de nous divertir parce que tu sors du sari et ton mari te voit en train de puiser l'eau dehors. Quand je parle donc d'endogénisation, les Indiens, monsieur Somba, les Indiens aux États-Unis sont encore comme ça, hein, comme nos pygmées. Il faut penser le développement à partir des réalités africaines. Jean-Maurice l'a dit. Jean-Maurice le préconise aussi. Vous avez quasiment la même logique de proposition. Même le modèle social dont il parle, de copier le modèle social, c'est pas une panacée. Le problème, c'est quoi? Tous les pays qu'ils ont cités, même le Japon, n'est pas acculturé. Il n'y a pas un pays qui a réussi l'osmose entre la modernité et la préservation de la richesse traditionnelle. La preuve, on mange encore avec les bâtons dans tous les grands restaurants au Japon. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? On doit penser... Ils s'habillent avec les habits que les Japonais font bien il y a 4 siècles. Mais ils promouvent encore tout le c'est encore ça. L'Inde a même l'industrie cinématographique avec les réalités. Bollywood, c'est quoi? C'est l'industrie cinématographique avec les réalités indiennes. C'est pour ça que le film du monde bizarre. Regardez le style vestimentaire africain. Nous avons un réel problème d'acculturation. Et c'est ce qui fait que sur les échanges mondiaux, l'Afrique ne compte pas. Merci, Timothée Somba. Monsieur le maire. On ne peut pas émerger sans s'acculturer. Et quand il y a acculturation, l'acculturation n'est jamais totale. La preuve, c'est que la Chine a détruit tout ce temple et tout. Mais tout cela a survécu. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir de complexe d'ouverture et d'acculturation. Et il faut vouloir l'acculturation pour s'émanciper. Même quand on veut l'acculturation, on ne va jamais tuer l'identité, ni un certain nombre d'Afrique. La preuve, c'est que tout cela a survécu au Japon et en Chine. Donc, on n'a pas pu le faire. Deuxièmement, j'ai commencé mon discours par une vision libérale. Lorsque j'écoute, parce que le problème de... On faire le débat. Non, je veux conclure, parce que tout ce que nous disons là, lorsque j'écoute M. Mbok, on va s'asseoir, on va dire dans telle région. Mais il prend l'exemple des pygmées ou d'autres minorités. Mais non, on a des jeunes pour qu'ils conquièrent le monde, il faut qu'ils voient comment les autres ont inventé du télégraphe jusqu'au téléphone, qu'ils prennent le relais et qu'ils conquièrent, qu'ils ne réfléchissent pas. Et ça,
ça nécessite une vision libérale de l'organisation sociale, une vision libérale de l'économie. Et ce sont nos entrepreneurs. Le problème, c'est que nous avons une vision un peu néo-communiste. C'est l'État ne fait pas de champs, l'État ne fait pas d'agriculture. Laissez les agents économiques arbitrer. Lorsque vous me dites, je vais donner de l'argent pour faire du maïs et tout, 6 mois, le paysan, je trouve que planter des fleurs pour exporter en Hollande me rapporte 5 fois plus. Vous n'allez pas me mettre des minutes pour planter du maïs. Je vais faire des trucs. Et c'est ça, il faut faire confiance au secteur privé. Il faut libéraliser. Et c'est ce que les autres ont fait. Le chemin de fer, je vous rappelle que même en France... Attends, je conclue. Les infrastructures. Non, je conclue. Même les infrastructures dont on parle, ça ne relève pas de l'État. Le chemin de fer n'a jamais été construit par un État au monde. Prenons l'exemple du chemin de fer. Jamais un État n'a construit le chemin de fer au monde. Les autoroutes, les privés peuvent le faire. Ce n'est pas à l'État de le faire. Donc il n'y a pas à dire, si l'État construit ce palais, laissez l'État construire le palais, mais laissez que le privé construise l'économie. Le temps est achevé. Le temps est achevé. En 30 secondes. Comment peut-on utiliser l'aide pour construire en 30 secondes, laissez l'État construire ce palais. L'État n'a pas construit du Vous savez qui nous suivent et qui sont... Laissez l'État construire ce palais. L'État n'a pas construit les usines. Où il faut, à un moment donné, qu'on soit sérieux avec ce que nous disons aux populations. Ils sont intelligents, ils ont de la réflexion. Nous disons ici, en Afrique, qui a besoin de se développer, qu'on a besoin que nos gouvernants nous parlent. Ne venez pas dédouaner l'État ici. Merci. Les gouvernants ils doivent communiquer avec nous sur la vision. Nous voulons le moins d'État possible. C'est le moins d'État possible. Nous voulons le moins d'État possible. Même les institutions, les privés peuvent, même si c'est le privé, nous sommes dans ne sortez pas du sujet. Sur le développement. Discutez ça. Merci. Mais le développement, ça peut être les éléments attirer les entreprises, laisser les entreprises de la France. C'est les États. Non, c'est les États ici.